Louis, qu'est-ce que t'as fait? Ça, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire ça au moment où vous avez cliqué sur le titre de cette vidéo. Et ouais, c'est un petit peu ce que je me suis dit au début. Oui, j'ai signé un contrat avec la télé française. Alors, il faut savoir que depuis le début de ma carrière YouTube, j'ai pas eu des très bonnes expériences avec la télé. Alors, oui, certainement, beaucoup de youtubeurs n'ont pas de bonnes expériences avec la télé. Mais j'avoue, j'ai eu mon petit lot aussi. C'est-à-dire, j'ai eu un moment où j'ai dédié une journée de mon temps, où j'ai posé un jour de congé pour participer à une émission sur la quotidienne de France 5 pour la nourriture japonaise. Et j'ai juste dit, pas besoin de mettre de lien, de quoi que ce soit, machin. Juste citez-moi en tant que youtubeur. Ce à quoi ils ont répondu, et si on l'appelait passionné de cuisine. On mélange ça à une sorte de sauce soja, enfin, qui ressemble à peu près à une sauce soja. La télé française et YouTube français n'aiment pas et ne s'aiment pas. Ceci étant dit, je vous raconte maintenant comment je suis arrivé à signer un contrat avec la télé française. Et j'en ai déjà parlé sur la chaîne principale, mais dans mon travail de recherche, eh bien, j'ai changé d'assistant. J'avoue, j'y vais un petit peu fort, j'ai surtout changé de navigateur web. Je suis passé sur Opera pour plein de raisons, dont notamment la première qui est le Tab Island. Ça te permet de ranger tes onglets et de les regrouper en fait pour éviter d'avoir 150 onglets d'ouverts simultanément. Mais ce n'est pas tout. Avec Opera, plus besoin d'avoir un VPN pour te géolocaliser où tu veux dans le monde. Il y en a un qui est déjà intégré sur Opera et c'est pas le seul truc, il y a également un bloqueur de publicité qui est intégré directement dans Opera. Oui, mais j'ai la flemme de transférer toutes mes préférences de mon ancien navigateur vers Opera, ce serait compliqué. C'est faux. Quand Opera se lance pour la première fois, il te demande depuis quel navigateur web tu veux récupérer tes préférences. Il suffit de le sélectionner et, comme par magie, tu vas récupérer toutes tes préférences de l'ancien navigateur et c'est vraiment un bonheur. J'ai mis 2 minutes à avoir la prise en main complète sur Opera. Et en plus, c'est pas terminé parce que je parlais d'assistant tout à l'heure. J'exagérais, mais peut-être pas tant que ça. Parce qu'Opera a ce qu'on appelle l'IA Aria. Il s'agit tout simplement d'une intelligence artificielle qui va répondre à des concepts et qui peut même traduire des pans entiers de texte. Tu peux lui demander ce que tu veux, comme par exemple, cite-moi la liste des 10 plus puissants yokai. Oro Takemaru est un Kijin et un Oni si puissant et violent qu'il est considéré à la fois comme un démon et un dieu. Bref, vous avez compris, c'est un assistant avec une intelligence artificielle qui est là pour t'aider. Je trouve ça vraiment fantastique, donc pour toutes ces raisons, tu peux télécharger gratuitement Opera avec le lien dans la description. Personnellement, moi je l'utilise tous les jours. Tout commence, mesdames et messieurs, à la Japan Expo 2021 où en fait on me dit qu'il y a quelqu'un qui me cherche pour me parler par rapport à un tournage télé. Alors déjà, je vous le dis, quand on me dit ça, détecteur de trucs pas terribles, il s'active au max. Le mec arrive à me croiser en convention, sachant que j'étais en tenue Akatsuki, voilà, c'est ma tenue en fait de discrétion quand je passe dans les couloirs de la Japan Expo. Il arrive à me choper, il y a un bon feeling. On discute comme ça, il m'explique son projet, il veut faire un documentaire de 3 épisodes sur les yokai au Japon. Clairement, les yokai, moi j'aime bien, c'est le genre de thème que je peux pas trop aborder sur ma chaîne. Enfin, c'est dur de faire une thématique pure sur les yokai, même si j'ai déjà fait en vérité une vidéo sur les yokai il y a très longtemps. Au bout d'un moment, forcément, je parle beaucoup de thématiques sur le Japon, mais il y a des trucs un peu underground ou un peu niche, j'aimerais beaucoup en parler, mais ça donne pas envie de cliquer. Et les yokai, ça en fait un peu partie, même si les gens commencent à connaître un petit peu Sake Onna, mais ça c'est plus niveau légende urbaine. Il y en a qui connaissent aussi Yuki Onna, la Dame Neige, je sais pas comment traduire ça. Bref, il y en a pas mal que les gens connaissent sans vraiment le savoir. Bref, il veut faire un documentaire là-dessus. Moi je me dis, vraiment trop bien, mais du coup, quel est mon rôle à jouer là-dedans? Il me dit, bah en fait, on veut quelqu'un qui te présente et quelqu'un à suivre durant le documentaire, donc on a pensé à toi. C'est assez solide, hein. C'est quelqu'un qui a déjà fait pas mal de documentaires. Ça prend son temps, il montre on va dire des dossiers qui sont montés pour présenter ça à France Télé. En fait c'est seulement après si France Télé valide ou pas. Un délai monstrueux d'attente, mais c'est bon, France Télé valide le projet. Et il y a une information que j'avais complètement négligée. Ça prend combien de temps? J'ai appris que ça allait me prendre au total 13 jours en entier de moi au Japon. Vous vous dites, wow, c'est 13 jours où tu vas te balader à travers tout le Japon, ça va être trop cool, oui, c'est vraiment détente. Vous vous rendez pas compte à quel point j'ai beaucoup de choses à faire, hein. Comme tout le monde, on a tous beaucoup de choses à faire. Et me prendre 13 jours de mon temps au Japon en plus, vas-y, j'accepte. Le contrat est signé. Et c'est là où on commence, mesdames et messieurs, à tourner. Et le premier tournage, en fait, ça va faire en 2 parties. Il y a la première partie qui s'est déroulée en mai. Et la deuxième partie, on l'a fait récemment. En fait, c'était au mois d'octobre, on a tourné tous les trucs. La partie en mai, on me donne rendez-vous à Nagoya. Et on me dit qu'on va tourner justement une section d'épisodes par rapport au Tsunoko. Le Tsunoko, si vous ne savez pas, c'est une créature mythologique japonaise qui ressemble à une serpent avec une toute petite queue. Ça a une forme triangulaire. Enfin bref, c'est une créature folklorique, mais il y a grave moyen qu'elle ait existé. Sauf le truc, c'est que dans la région dans laquelle on l'a vu, il y a beaucoup de gens qui disent l'avoir vu, mais on n'a jamais retrouvé de squelette, on n'a jamais retrouvé de corps, on n'a jamais retrouvé... Voilà. On traite les gens qui en ont vu de menteurs, sauf que du coup, les gens qui le voient ne veulent plus le dire qu'ils l'ont vu parce que sinon ils seront traités de menteurs. Il y a tout un folklore par rapport à ça. Et je me retrouve enfin à tourner. Et là, première scène. Je me retrouve à faire un plan séquence de 2 minutes qui mêle introduction, interview, question, finish. Avec un virage et tout encore, je le rappelle, en plan
Séquence. Pour ceux qui savent pas, un plan séquence, c'est un plan où il n'y a pas de cut. Je commence, je marche, je parle, il y a quelqu'un qui arrive dans le champ, sauf que cette personne-là est japonaise, du coup je switch en japonais, on prend un virage comme ça, donc la caméra en fait elle se décale et du coup on continue de marcher, je pose quelques questions, il répond à ces quelques questions, moi je dois évaluer la distance qu'on a parce que à un moment donné je dois retourner et cette fois-ci il va sortir du cadre, on fait le truc, il sort du cadre et je termine en disant on passe au point suivant. C'était ma première scène à tourner. Tu sais, je suis confiant, tu vois, j'arrive à parler, je peux m'exprimer, je peux parler en japonais, y a pas de problème. En plus, tu sais, tu te sens responsable. Le mec, il s'est réveillé tôt le matin, il a fait le déplacement, il est venu. Et en fait, il y avait un festival de la chasse du Tsuchinoko la veille. Et le mec, en fait, était un peu responsable de tout ça. Donc, en fait, il nous parlait un petit peu du coup du Tsuchinoko. Et je devais l'interviewer. C'était une scène avec beaucoup de pression, mais j'ai réussi. J'étais en mode, waouh, ça va être ça pendant tout le long. Premier jour de tournage, en tout cas c'était le premier pour moi, peut-être c'était le deuxième pour eux. Le mec c'est un caméraman documentaire, c'est pas un caméraman comme YouTube si vous voulez, où il a entre guillemets des sens artistiques à comprendre machin, il peut bien sûr, mais globalement c'est le réal qui lui dit qu'est-ce qu'il doit filmer et lui il s'occupe vraiment juste de filmer. Et bah lui c'était typiquement un robot, c'est-à-dire que vraiment il pouvait y avoir une météorite qui tombait à droite en mode un super truc Godzilla qui sort, tant que le réal lui dit pas de bouger et de switcher de plan, il switchait pas de plan. Ah ça m'a rendu zinzin. Et d'un coup il y a des mascottes du Tsuchinoko justement qui débarquent, littéralement de la créature mythologique dont on parle depuis le début de la journée, il filme pas. C'est même moi qui lui ai dit filme mec, c'est pas possible. Là il commence à filmer et là j'ai plus de batterie. Mec, on a tourné depuis littéralement 20 minutes, les batteries elles sont quoi, en caoutchouc? Qu'est-ce qui se passe? Ah j'ai oublié de les charger. Et là je me suis dit attends mais ça ressemble à ça hein. Et heureusement l'ingé son qui a fait plusieurs fois des tournages comme ça m'a dit non clairement pas. Franchement je vous jure, moi je travaille avec des caméramans, il arrive, il dit j'ai oublié de charger les batteries. Ça se trouve, c'était un mauvais jour, tu vois. Ça arrive d'oublier de charger des batteries. Mais j'avoue, quand c'est ton seul taf, voilà, c'est pas comme si ça faisait le 15e jour de tournage. Oh là là, machin. Non, c'est le 2e jour. Du coup, il recharge les batteries dans la voiture. Et on passe maintenant à une interview un peu plus posée. On est dans la pampa japonaise, hein, vraiment dans la cambrousse totale. Et là, je vois la personne que je vais interviewer. Il s'agit d'une personne qui a environ 99 ans. Et du coup, je lui dis bonjour, tout ça et tout. Il est vraiment bien conservé, hein. Vous savez, japonais, 99 ans, c'est l'équivalent de 27 ans chez nous, quoi. Et là, il commence à parler. J'ai rien compris. Il parlait japonais, hein. Je ne comprenais rien. C'était un patois, mais le plus patois des patois. Et j'étais en mode, oh, comment j'explique au réalisateur que je comprends rien de ce qu'il dit? Le mec va me prendre pour un broquignol, il va penser que je mytho, je sais pas parler japonais, je suis dans une merde noire. J'ai fait ce qu'on appelle une interview sourde. C'est comme si j'avais un casque autour des oreilles, ça aurait été pareil. Je comprenais un mot sur 12. J'exagère pas, c'était vraiment ça. Je lui ai expliqué au producteur, en vrai il est trop cool, hein. Il s'appelle Jace. Quand je lui ai expliqué que je comprenais rien, il a rigolé de ouf. Là tu te fous de moi, mais quand tu vas devoir traduire ce qu'il a dit dans ton documentaire, quand tu vas devoir mettre les sous-titres, bon courage mon pote, bon courage. C'est comme ça que s'est terminée la première session de tournage pour le documentaire télé sur les yokai. Par contre je note quelque chose, c'est qu'on a très bien mangé. Et ça, j'ai bien fait de le noter. On passe maintenant à la session de octobre, et la session de octobre, elle commence tout simplement avec Tokyo, notamment Kappabashi, où il y a la légende du Kappa. On parle de ça, et c'est là où je vois aussi la force de dire bonjour, télé française. Alors déjà, il y a tout qui avait été bien organisé en amont. On est sur la même gamme, on va dire, de caméras, on ne sait pas très différent, mais je vois quand même, quand tu dis télé française, tu dis YouTube. Et là on était avec un moine qui nous présentait justement le sanctuaire du Kappa, où il y avait justement quelques reliques, je pouvais parler de l'histoire. C'est là aussi où j'ai essayé de prendre mes marques, parce que mine de rien, je savais pas trop au début quel ton donner. Je savais pas si je devais être vraiment Louis-San, ou est-ce que je devais être un peu plus posé parce qu'on est au documentaire. Mais il y a des moments quand même où il y a un peu le côté YouTube qui ressort, c'est typiquement quand il y a des interactions non prévues. En fait on est rentré à un moment donné dans des shops qui vendent des brochettes, et soi-disant ça vend de la viande de Kappa, et la vendeuse était trop cool. Je commençais à blablater avec elle, et c'est là où je dis non mais attends, mais là c'est de l'interaction pure, c'est ça qui... Je sais que c'est ça qui marche en fait sur YouTube, et je sais pas trop s'il en voulait dans ce documentaire. Du coup moi je me suis dit dans le doute, allez on tourne. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce que autant quand je fais ce genre de truc un peu où je préviens pas trop à l'avance, soit je filme à l'iPhone, soit je fais discrètement avec quelqu'un qui filme avec la caméra, soit c'est juste moi-même et je filme le sol. Là c'est ah non on fait bien le plan et tout, il y a un perchman, il y a tout, on est au micro-cravate, et clairement tu sens qu'il y a un souci du détail qui est beaucoup plus puissant. Mais ça m'a fait aussi du bien, où j'ai remarqué quelque chose, c'est que ça fait du bien de tourner une vidéo sans réfléchir aux vues. Et on arrive au tournage à Akihabara. À Akihabara, il faut savoir que le dimanche, la route principale est piétonne. On arrive, on tourne 2-3 plans, il y a des policiers qui nous voient, parce qu'il y a beaucoup de policiers à Akihabara, et ils nous ont vus. Ils n'ont pas calculé, après tout, on fait rien, tu vois, on filme dans notre coin. On arrive sur la route principale,
Premier truc qu'on voit. Le cliché de l'otaku, boutonneux comme ça. Le mec était en train de prendre des photos. Il avait mis des poupées, mais vous savez pas taille humaine, mais taille genre 1m20. Ils étaient toutes debout. Il les photographiait. Et quand tu passais à l'arrière de la poupée, tu voyais qu'elles avaient les jupes relevées, on voyait leurs culottes. Et le mec était en train de prendre les photos comme ça et tout, en plein milieu de la rue. Nous, on se dit, à cet endroit-là, on va faire l'outro du documentaire. Si vous voulez, je faisais l'outro, je parlais, et après, je continue de marcher vers la caméra jusqu'à ce que je passe sur la gauche, par exemple. Et après, on voit toujours le décor avec les gens qui passent, des choses comme ça. Sauf qu'à ce moment-là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un policier qui vient nous voir. Excusez-moi, faut des autorisations pour filmer. J'ai fait une erreur, en fait j'ai répondu en japonais, j'aurais pas dû, j'aurais dû faire l'étranger stupide en mode oh sorry I don't understand Japanese. Et tout de suite le mec dit ah Nihongo dekimasu ka. J'ai fait la connerie tu vois, je m'en suis rendu compte après. Et en fait c'est une technique qu'ils ont les policiers, c'est à dire qu'une fois qu'ils identifient le fait que tu parles japonais, en fait tu peux plus faire semblant de pas comprendre quoi. Ils me disent bon voilà je vous ai prévenu comme quoi vous avez pas le droit de tourner, et je suis en mode mais attendez il y a plein de gens qui tournent et tout. Ils disent ah oui mais là ça sent que c'est tournage professionnel. On a la même caméra que les autres gars, hein. Il y a un mec là-bas qui est en train de prendre des photos de culottes de filles sur une poupée devant tout le monde, devant des enfants, il y a pas de problème. Ah oui mais non mais lui, voilà c'est bon. Il demande à ce qu'on donne nos noms. Je dis c'est mort, moi je donne pas mon nom. Et c'est pas la seule mauvaise expérience qu'on a eue. Parce que la suite, ça se passe à Kyoto. À Kyoto, on se retrouve, mesdames et messieurs, au Fushimi Inari. C'est l'endroit le plus touristique du Japon. Il y a énormément de touristes, il y a des caméras partout. On commence à filmer. Vous, est-ce que vous avez des autorisations pour filmer? Moi, en l'occurrence, je trouve ça un peu stupide, mais c'est vrai que pour un tournage professionnel, il y a besoin d'avoir des autorisations, blablabla. Sauf qu'en l'occurrence, ils avaient envoyé un mail. Mais quand tu envoies un mail pour demander de tourner à cet endroit-là, ils te répondent, il y a un délai de 3 semaines avant toute réponse. Sinon, à part ça, il y a quand même eu des bonnes expériences à Kyoto, hein. Mais humainement, je trouve les Kyotoïtes envers les étrangers. Ouah. Même à la fin du documentaire, on a interviewé un professeur. Ouah, il était saoulé. RDV 16h, le mec il se pointe à 17 pour un japonais, pas un mot d'excuse. Ensuite, on tourne 30 minutes et le mec il est en mode oh vas-y, je suis saoulé, il veut se casser. Enfin, tu vois, je suis en mode ouah, à Kyoto. Bref, on continue. Durant le documentaire, on va aussi se balader de ville en ville et on va passer maintenant à une autre ville, mais c'était un peu une ville de transition de relais. Et on arrive dans un hôtel et on a le bonheur de découvrir quelque chose qui existe encore au Japon, c'est que on a commandé des chambres non-fumeurs et pourtant en rentrant dans la chambre, ouah, la fumée était imbibée dans tous les murs, la moquette, le lit, tout. Moi je dis mec, j'ai pas envie de faire la starlette casse-couille et tout. Si tu me dis faut dormir là, je dors là. Mais vas-y, s'il y a moyen d'avoir une chambre sans odeur de fumée, je suis chaud aussi. Ça a été possible, heureusement, tout s'est bien passé. Et ce qui est bien, c'est que dans la team qu'on avait, donc avec l'ingé son, le cadreur, le réalisateur, tout ça, il y avait une personne, elle avait un super pouvoir, c'est de trouver des adresses de restaurants de malades. On est allé dans un restaurant izakaya de type brochette, le truc qui paye pas de mine comme ça, on a mangé des brochettes, waouh. Et en rentrant vers l'hôtel, on s'est rendu compte en fait qu'on passait par la rue des bars à hôtesses. Et il y en a un, il nous a fait éclater de rire. Je buvais pas d'alcool, mais les autres ils en buvaient et ils ont vu le nom du bar. Le bar s'appelait Zero Girls Bar. Aucune fille, aucune ambiance, vous allez passer un moment totalement pourri. Le lendemain, nous arrivons à Kagoshima. Et à Kagoshima, on a quelqu'un qui nous attend qui s'appelle un fixeur. C'est une paire de bras et de jambes en plus, il te sert voilà pour des trucs à droite à gauche. Il arrive et le premier truc qu'il nous dit c'est on doit prendre le ferry, tout ça, il va reprendre tous le bus, on va choper 2-3 trucs à bouffer dans un combini et on prend le ferry. Il était, mesdames et messieurs, 10 heures. Le trajet était d'environ 30 minutes et le ferry était à 14 heures. Pourquoi on est pressé? Moi je suis, si on me dit de faire ça, je fais ça. Jace, le réalisateur, producteur, écoute tout ce que vous voulez là. Il aime bien manger. Et ça, j'avoue, c'est une qualité de ouf parce que on a toujours bien mangé. Et il a dit, toi, tu veux me faire manger au combini? Toi, moi, combini? Non. On tourne ce qu'on a à tourner à Kagoshima. On a trouvé une superbe adresse de Kaiten Sushi, d'ailleurs, que j'ai documenté sur un réel Instagram. Thon avec du fromage. Et on est arrivé avec 1 heure d'avance. Ça annonçait le ton un petit peu de ce fixeur. C'était censé être son métier de résoudre les problèmes. Et il en apportait plus qu'ils en résolvaient. C'est normal parce qu'il en a résolu aucun. Mais voilà, il y a eu 2-3 soucis. Mais c'était aussi intéressant de voir que sur un tournage, forcément, t'as des imprévus. Enfin, il y a des altercations comme ça. Il y a des moments où il y a eu des tensions de ouf. Après, voilà, encore une fois, on a trop bien mangé. Je vous jure, 50% du budget du documentaire est parti dans la bouffe. Donc, écoutez, bilan de tout ça. Quand je suis rentré de ces 13 jours de tournage complet, eh bien, ça m'a mis dans une merde noire absolue en termes de travail pour le reste parce que j'ai quasiment pas eu le temps de faire quasi quoi que ce soit. La bonne chose c'est que j'ai pu tourner justement en même temps ma vidéo d'annonce pour le manga. En fait c'est pour ça que j'étais à Yakushima en fait. Et en fait c'est là où je sais que c'était une super expérience parce que je regrette pas. Je regrette pas d'avoir pris aussi le risque de refaire un truc avec la télé française alors que j'ai eu que des mauvaises expériences. Je me suis dit tiens cette fois-ci il y a un bon feeling et j'ai eu raison. Clairement ça s'est trop bien passé. J'ai trop envie de refaire ça. Et comme je vous l'ai dit c'était trop agréable aussi de sortir un peu de sa zone de confort. Déjà ça c'était trop cool. C'était agréable de faire une vidéo sans réfléchir aux vues. Conclusion pour vous tous, sortez
sortez de votre zone de confort. Que ça soit une bonne ou mauvaise expérience à la fin, vous aurez forcément appris énormément de choses. Sur ce, bah écoutez, il me reste à dire que le documentaire sort en... J'espère que vous serez là pour l'accueillir. Moi en tout cas ça m'a fait trop plaisir de le tourner, je pense que vous l'avez compris. Je vous tiens au courant de tout ça. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine.